Pour la suite des choses, donc je poursuis mes conversations avec les Kangang. Je vais constamment en visite à Chapeco, donc terrain indígena Chapeco. Donc j'ai maintenu le contact. Depuis la pandémie, j'ai maintenu contact à travers les médias sociaux, donc à travers Messenger entre autres et WhatsApp. J'ai réussi à maintenir le contact et avoir un peu d'informations. Je considère depuis plusieurs années maintenant que je fais plus de terrain au sens strict du terme. Je fais des visites. Je vais en visite chez des gens que je connais, avec lesquels j'ai lié des liens d'amitié depuis des années et des années. Je dirais que avec les années, je suis considéré un peu comme moi-même un aîné, hein, parce que j'ai quand même un énorme bagage. Et en fait, le défi auquel je fais face en ce moment, c'est le retour des données accumulées depuis 1993 chez les Kangang. Et ça veut dire des heures et des heures de vidéos, des heures et des heures d'entrevues audio, des photos également, des notes de terrain, des publications. Et c'est une question qui me préoccupe depuis maintenant de nombreuses années. À l'ERSAI, notre équipe de recherche a beaucoup réfléchi sur ces questions. Je dirais que tous les chercheurs se posent à un moment donné de leur trajectoire cette question. Comment retourner ces informations, sous quelle forme? Et donc, j'en discute constamment avec tous mes collègues. Frédéric Legrand bon, est un des partenaires essentiels de cette discussion. Il n'y a pas de solution idéale. J'ai retourné beaucoup de choses de différentes façons, mais je suis encore en train de réfléchir à ça. Et ce qui a changé depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est maintenant l'émergence d'étudiants Kangang qui ont poursuivi des cursus universitaires et qui se sont formés soit à l'éducation et certains même à l'anthropologie. Et donc, qui ont suivi des cours dans un programme réservé aux Autochtones à l'université, dans les universités fédérales, entre autres à l'Université fédérale de Santa Catarina. Et donc, ces étudiants qui, dans le fond, matérialisent la prédiction de Vicente Foca Fernandez, hein, qui disait un jour, tu vas voir, ça va les intéresser, les jeunes, ce qu'on fait. Bien, c'est ça, c'est que ces jeunes-là, aujourd'hui, sont intéressés par les données de recherche, me sollicitent pour avoir accès à toutes ces informations. Et il y a également une étudiante au doctorat en histoire qui, bon, avec laquelle je discute, une étudiante Kangang, qui veut effectivement monter une base de données qui serait accessible aux communautés. Et donc, c'est possible. Et Adriana Bellino, avec laquelle je travaille depuis quelques années, on discute de ces possibilités. Donc, c'est un des défis auxquels je fais face en ce moment. Comment concevoir le retour des données et comment, sous quelle forme retourner ces données. Parce que le retour sous forme matérielle est possible, sous forme de documents, sous forme de livres, mais ça présente certaines limites. J'avais également envisagé la possibilité de monter un site Internet. Ça s'est fait en partie, c'est pas encore complété, mais c'est des possibilités. Donc, ça va être l'objet des prochaines années, toujours en discussion avec les Kangang. La dernière fois que je suis allé en 2019, j'avais monté un petit groupe de discussion avec quelques professeurs Kangang pour avoir leur avis, savoir comment on peut ou non retourner les données, sous quelle forme. Donc, ça fait également partie des choses que je veux mener.
Sinon, je travaille depuis plusieurs années maintenant à une espèce de relecture autour des notions de type mana, hein, qui est un des grands thèmes classiques de l'anthropologie. Dès le 19e, début 20e siècle. C'est une grande question qui va occuper les anthropologues et qui touche à toute la question de l'origine de la pensée religieuse et des formes que peuvent prendre les religions. Et un des constats qu'on peut faire, c'est que ces notions-là sont toujours bien présentes dans les sociétés autochtones. Des sociétés qui ont subi des conversions, qui ont subi, disons, les affres du colonialisme, mais qui maintiennent ces concepts au centre de leur cosmologie. Et partout, il y a toute une littérature qui atteste disons, de cette importance de ces notions qui sont centrales dans toutes les sociétés. Dans le Pacifique, il y a plusieurs chercheurs qui ont publié un ouvrage récemment qui s'intitule The New Mana, qui montre que le concept de mana est toujours très actuel, utilisé en milieu urbain, dans toutes sortes de contextes, et toujours au centre des sociétés en question. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est une conversation informelle avec Mathilde Coito, qui est une chamane Kangang, fille de Vicente Chifokai Fernandez, avec laquelle je discute énormément. Mathilde, un jour, on discutait de tout et de rien. Elle me dit, tu sais, tu dois comprendre une chose absolument fondamentale pour nous, c'est que de notre point de vue, tout possède un maître. Hein? Elle avait dit en portugais, todo tem dono. Tout possède un maître, c'est-à-dire que chaque entité animale possède un maître qui englobe l'espèce en question. La forêt, par exemple, possède un maître chez les Kangang. On va dire Nen Tong. Nen qui veut dire forêt. Tong qui est un suffixe qui indique que l'on parle d'une entité maître. Et donc, chaque fois qu'on a ce suffixe Tong, on sait qu'il est question d'une entité qui est considérée comme entité maître. Et donc, Mathilde, qui est guérisseuse, chamane, convertie, fervente pentecôtiste, me parle de ça et me dit que c'est absolument fondamental. Et elle m'explique que après avoir lu la Bible et réfléchi beaucoup, elle avait compris un certain nombre de choses et elle a tenté de définir le concept de divinité et de le nommer d'une autre façon que sa mère le faisait. Sa mère utilisait un concept encore utilisé aujourd'hui, on va dire Dieu, un peu comme les Guaranis le disent. Les Guaranis disent Tupan et les Kangang disent Topin. Topin qui veut dire Dieu. C'est un concept d'origine guarani, semble-t-il, qui serait lié à la foudre, que les Kangang ont utilisé. Mais Mathilde me dit, ce concept-là, pour moi, il est associé aux croyances de ma mère qui avait un culte pour les images, pour les saints, alors que le pentecôtisme, disons, va s'opposer à ce culte. Et donc, elle me dit, ma façon de nommer Dieu maintenant, c'est de le nommer à partir de ce concept d'entité maître, de dono. Hein? Et donc, elle me dit, pour moi, Dieu, c'est le maître des maîtres. C'est l'entité qui chapeaute l'ensemble des maîtres. Et donc, cette conversation-là a été un point de départ pour moi. Et à partir de ce moment-là, je vais m'intéresser de plus en plus à ces notions d'entité maître, et que je connaissais déjà, parce que chez les Inuits, ce concept est bien présent. Le caribou, par exemple, possède une entité maître, Papakasik,
qui est absolument centrale dans les cosmologies de la Côte-Nord, où moi j'avais travaillé. Chez les hachoirs, il y a également ce concept. On va parler de l'antitémètre en disant que c'est la mère de l'animal. Par exemple, pour le pécari, on va dire paki, pécari, nukuri, nukuri, qui veut dire la mère du pécari. Donc, paki nukuri, c'est l'antitémètre du pécari. Donc, des concepts qui sont présents dans toutes les cosmologies que je connais, ou peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment très, très répandu. Et je me rends compte rapidement que ce que Mathilde me confie en disant, ben, l'antitémètre possède également un maître. Il y a comme une espèce d'englobement hiérarchique par cette entité maître des maîtres. Donc là, je me dis, ah, voilà, possiblement une piste qui nous permet de reprendre la discussion concernant les entités ou les concepts de type mana. Hein, je dis concept de type mana, c'est une expression que j'emprunte à Lévi-Strauss. Hein, Lévi-Strauss qui va l'utiliser dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, où il tente d'expliquer l'importance de ces notions à partir d'une explication structurale et linguistique qui semblait assez convaincante en 1950, mais qui aujourd'hui est revue et critiquée. En fait, qu'il a toujours été critiqué, mais qui, je pense, est revu aujourd'hui de façon assez critique. Et donc, je me suis intéressé à ces notions. La notion d'Arutam dont je parlais chez les Hachoirs fait partie de ces notions de type mana. On peut l'associer très, très facilement. Chez les Inuits, j'ai travaillé depuis quelques années au concept de Manitou, entre autres avec un de mes étudiants de doctorat, Émile Duchesne. On vient de produire un texte dans le dernier numéro de la revue Recherche amérindienne au Québec en hommage à Sylvie Vincent, une collègue décédée malheureusement en 2020. Et on reprend les analyses de cette énorme littérature consacrée au concept de Manitou pour tenter de la repositionner en fonction justement de son lien avec les entités maîtres. Chez les Inuits, tous les animaux possèdent une entité maître à laquelle on doit s'adresser avant la capture et la mise à mort de l'animal. Toute manipulation de la carcasse implique le concept de respect et le non-respect de toutes les règles associées à ces pratiques implique une intervention éventuelle néfaste de l'entité maître de l'animal, qui est présumée protéger l'espèce de la surchasse, par exemple, et du mauvais traitement. Émile, qui travaille sur la base Côte-Nord, a ramené des informations extrêmement intéressantes sur l'ensemble des règles qui touchent au comportement de l'humain face à un animal. Par exemple, l'interdiction de tuer un animal qui dort, un caribou qui dort. Donc, il y a toutes sortes de règles qui sont liées au respect que l'humain doit à l'animal et au contrôle, finalement, de la prédation comme telle. Et chez les Kangang, cette notion-là existe, elle est présente. Mathilde Coito, qui est guérisseuse, utilise les plantes médicinales. Donc, je n'ai pas parlé de chamanisme Kangang, mais j'ai beaucoup travaillé sur le chamanisme Kangang. J'ai eu de nombreuses conversations avec des chamans. Et contrairement à ce que j'avais observé chez les Hachoirs, les chamans Kangang utilisent les plantes médicinales et préparent les plantes médicinales de façon extrêmement élaborée. Il y a une connaissance phénoménale des plantes médicinales chez les Kangang. Je dirais que pratiquement toutes les plantes ont des propriétés médicinales. Et donc, on peut passer des heures et des heures à discuter de ces propriétés en question. Et Mathilde Coito me disait que lorsqu'elle se déplace en forêt pour cueillir les plantes médicinales, elle doit demander permission à l'entité maître de la forêt. Hein, et donc, c'est une demande qu'elle peut faire mentalement ou à voix haute. Et si elle ne le fait pas, soit elle ne voit pas les plantes, ou soit, si elle cueille une plante sans obtenir cette permission, elle aura des conséquences, des symptômes qui vont l'affecter physiquement, des malaises
Et donc, il y a une dimension absolument fondamentale de cette relation à l'entité maître qui joue. Et donc, je travaille sur ces dimensions-là. Et l'hypothèse que j'ai développée, c'est qu'on est face à non pas des concepts qu'on pourrait qualifier de religieux ou de magico-religieux, mais des concepts qui ont une nature juridique. C'est-à-dire on est en plein dans une conception juridique, c'est-à-dire qui fait en sorte que chaque fois qu'on invoque une entité maître, on invoque des règles qui sont associées à l'invocation même de l'entité maître qui apparaît comme un tiers entre l'humain, l'acte de prédation, et l'entité visée, soit une plante, soit un animal. Ça peut être un objet aussi. Mais il y a constamment ce tiers qui s'immisce dans la relation. Et dès qu'on invoque ce tiers, on invoque un système de règles auquel on doit se conformer, mais qu'on peut également contourner, qu'on peut déjouer, qu'on peut ruser parfois, mais ce n'est pas sans conséquence. Et donc, c'est une dimension que j'essaie d'approfondir de façon comparative en ce moment. Donc, je me suis mis à lire plusieurs documents sur le concept de droit, par exemple, sur la dimension juridique, finalement, de ces dimensions possibles de ces entités. Et je me rends compte que, historiquement, l'anthropologie, au tout départ, va avoir un intérêt pour ces questions. Hein. Et même les premiers anthropologues qui se sont intéressés à la notion de mana ont entrevu cette dimension juridique, mais elle va être négligée théoriquement par la suite au profit d'une conception plutôt magico-religieuse de ces concepts qu'on va associer à la pensée religieuse, à des formes impersonnelles de la divinité qui seraient premières par rapport à des formes personnelles, etc. Donc, toute la théorie évolutionniste va avoir un impact sur cette conception. Mais je pense qu'il y avait dès le départ des intuitions absolument importantes sur ces dimensions, hein, qui impliquent que toute société, au départ, est à la fois morale et juridique. Donc, il y a des dimensions essentielles qui jouent. Et donc, dans l'article qu'on a publié, Émile Duchesne et moi, dans Recherche amérindienne, on essaie de défendre cette traduction, si vous voulez, du concept de Manitou. Le Manitou apparaîtrait comme une espèce de concept intégrateur, hein, une espèce de règle générale qui chapeaute l'ensemble des règles secondaires qui sont liées, entre autres, aux entités maîtres, mais on pourrait dire à l'ensemble des règles qui existent du point de vue de la société Innu et de la cosmologie Innu. Et donc, c'est une espèce de concept qui est donné au départ. C'est un concept qui est cause de lui-même, hein, et qui échappe finalement à toute forme de régression à l'infini possible. Autrement dit, ce genre de concept en droit permet de stopper la régression à l'infini à un moment donné, parce que si on n'a pas ce genre de frein, le débat se poursuit et quelle règle engendre telle règle par rapport à telle autre règle. On est dans une descente à l'infini, si vous voulez, alors que le concept de Manitou implique un début et un frein à cette possible descente à l'infini. Et dans la théorie du droit contemporain, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion qui permet de raccrocher ce qu'on connaît du droit en termes théoriques avec ces conceptions autochtones. Et donc, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de questions qui me préoccupent depuis les tout débuts, entre autres toute la logique des pratiques chamaniques dont j'ai parlé tout à l'heure, et également la logique des pratiques rituelles, hein, qui, pour moi, je vois de plus en plus les chamans comme œuvrant dans une perspective juridique, hein, liée aux conflits interpersonnels, interfamiliaux,
intersociété également. C'est assez clair pour l'Amazonie, en tout cas, d'après ce que j'ai compris chez les Achuar. Ça permet également de mieux comprendre les rituels. Pourquoi le Kikikoy Kangang est tellement important pour les Kangang, c'est qu'en fait, il est un condensé de toutes les règles fondamentales de la société Kangang, qui est une société organisée en moitié. Et donc, le Kikoya donne toutes les règles de comportement que doivent respecter les membres de chacune des moitiés, l'une envers l'autre, les individus envers les alliés, les affins, etc. Et tout ça, c'est joué à partir d'un tiers qui est présent. Le tiers, ce sont les défunts, qui sont, ou les ancêtres, qui vont effectivement être conviés au rituel et autour desquels les vivants vont mettre en scène, actualiser les règles qui président à la société Kangang. Donc, cette dimension à la fois politique, juridique, me semble de plus en plus intéressante pour mieux comprendre, pour mieux traduire, en fait, ces conceptions. Pourquoi? Parce que je vois le travail de l'ethnologue d'abord et avant tout comme un travail de traduction. Et je pense que si on réussit à bien traduire ce que les gens nous disent, ce que les gens font, je pense qu'on a fait notre travail en très bonne partie. Et si cette traduction peut être compréhensible pour un membre de la société en question, une anthropologue Kangang, par exemple, comme Adriana Bellino, ben, je pense que le travail est en partie réussi. Et je dirais qu'un des grands écueils de la discipline, c'est effectivement le fait qu'on a travaillé très souvent à partir de très mauvaises traductions des phénomènes, une incompréhension, en fait, de ce que les gens nous confiaient. Et quand je revois les entrevues que j'ai faites avec Vicente Focay Fernandez, par exemple, dès les tout débuts, je me rends compte que c'est effectivement absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il me dit constamment, ce qui est important, c'est notre système. Ce que les Kangang nomment Kangang Jikre. Kangang Jikre, ça veut dire culture, ça veut dire société, ça veut dire règle, ça veut dire loi. Donc, les lois, la façon d'être, le mode de vie, etc. Tout ça, c'est condensé dans le concept de Kangang Jikre. C'est un concept qui existe ailleurs. Plusieurs autres sociétés ont des concepts absolument similaires. Et la conversation porte sur ça, en fait. C'est ça le but, de nous faire comprendre à nous, les ethnologues, ce système. Et ce système, à la fois politique, juridique, social, économique et autres, est en opposition à un système qui est surimposé par la colonisation au Brésil ou ailleurs. Et il faut effectivement les distinguer et les traduire d'une façon adéquate et compréhensible. Donc, c'est ce qui m'occupe en ce moment. C'est là-dessus que je continue à travailler. J'ai un projet de livre qui va tenter de revenir sur les trois sociétés avec lesquelles j'ai travaillé, donc qui va élaborer sur les trois cosmologies, Innu, Achuar et Kangang, et qui va tenter de mieux traduire ces conceptions à partir d'une perspective qui considère les esprits comme directement associés aux lois. Donc, pour l'instant, le titre de mon livre s'intitule « Les esprits de la loi ». Donc, c'est quelque chose qui va éventuellement venir. Dans le livre dans lequel j'essaierai d'insérer quelques informations sur le Natemamu, que j'ai fait dans mes cartons et que je n'avais pas encore publié. Donc, ça fait partie de ça. Et on poursuit le travail avec l'équipe. J'ai parlé de l'ERZAI tout à l'heure. Maintenant, cette équipe que j'ai dirigée pendant une quinzaine d'années, avec beaucoup de plaisir, qui a impliqué des collègues formidables, est maintenant dirigée par Laurent Jérôme. Et, donc, on poursuit le travail, on réfléchit. Et c'est assez significatif de penser que maintenant, on travaille non pas sur la spiritualité ou la religion, mais sur les cosmopolitiques.
hein. Donc, ça rejoint assez bien les préoccupations que j'ai énoncées maintenant. Merci.